l'objectif de la conférence d'aujourd'hui, c'est d'arriver à voir, une fois que vous avez, grâce à votre dur travail en SEO, amené les utilisateurs sur votre site internet, qu'est-ce que vous pouvez en faire, comment vous pouvez les amener à transformer l'essai, en fait, comment vous pouvez amener des utilisateurs à laisser leurs coordonnées pour se transformer en lead qualifié pour vos commerciaux. Donc, tout d'abord, évidemment, merci aux sponsors qui organisent l'atelier SEO Campus. Et donc, merci à SEO Campus de nous avoir permis de parler à cette conférence. Donc, pour me présenter très rapidement, je suis Timothée Meuret, je suis en charge du Customer Success chez Clustar. Clustar, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'on a aussi une agence SEO, on est d'ailleurs sponsor de l'événement et j'ai beaucoup de collègues qui sont sur l'événement, il y a un stand en bas, n'hésitez pas à aller les voir, ils sont très sympas. Et en fait, on a une deuxième activité qui est qu'on a aussi une plateforme de chatbot, c'est-à-dire qu'on a construit une plateforme qui permet d'automatiser la relation client ou le support interne ou alors l'acquisition, comme on va vous en parler aujourd'hui. Et donc moi, mon rôle au sein de Clustar, c'est vraiment de s'assurer que les utilisateurs arrivent à utiliser la plateforme avec succès et à retirer de la valeur du produit. Aujourd'hui, dans cette conférence, je serai accompagné par Thibaut de Skill & You. Et je vais juste donner la parole très rapidement à la directrice marketing de Skill & You qui va vous présenter un peu en fait, le contexte de l'expérience chatbot. Donc Aurore qui va juste prendre la parole 2 minutes. Bonjour tout le monde et merci au SEO Campus et aussi à Clustar de nous avoir invités. Donc Skill & You en quelques mots, c'est le premier groupe de formation à distance. On a aujourd'hui 14 écoles en ligne qui sont reconnues par l'État en tant qu'établissement privé d'enseignement à distance. Et derrière ces 14 écoles, en fait, c'est un catalogue de plus de 200 formations différentes qui nous permettent de couvrir un large panel de secteurs d'activité et d'aller toucher aussi bien des étudiants, des salariés qui souhaitent se reconvertir ou des personnes en recherche d'emploi. Ce qui nous permet en fait aujourd'hui derrière ce catalogue en fait avec un critère majeur évidemment dans la pénétration du secteur d'activité, c'est de s'assurer nous en amont qu'il y a de l'emploi à la clé pour nos élèves. Des élèves aujourd'hui au nombre d'environ 100 000, ce qui nous permet aujourd'hui de nous positionner comme le plus gros e-campus en France. C'est dans ce contexte en fait de forte croissance du groupe, mais aussi sur un marché que vous découvrez peut-être ou connaissez un peu de la formation, qui est en train de prendre le pas de la digitalisation depuis ces dernières années et du coup qui s'active et dans lequel du coup au sein de l'équipe marketing avec Thibaut dans mon équipe où on a opéré depuis fin d'année dernière en fait une réorganisation pour vraiment remettre l'expérience client. Donc pour nous, l'expérience élève, en tout cas, au cœur de nos décisions, notamment en créant dans l'équipe en fait un pôle UX, SEO et social media pour porter cette vision et cette démarche en interne. Donc de là est né ce projet avec Clustar pour lequel Thibaut va vous en parler. Merci Aurore, bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Thibaut Kasmarek, je suis chef de projet SEO UX. J'ai intégré Skill & You au courant mai 2018, donc l'année dernière, pour intervenir sur différents sujets, des missions variées, que ce soit donc refonte, web performance, mais aussi en termes d'expérience utilisateur. On intègre aussi de la B-test dedans. Et donc aujourd'hui, voilà, je suis ici pour faire un retour d'expérience sur le chatbot. Merci. Donc, très rapidement, on va vous faire une démonstration un peu du chatbot pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Pour vous rappeler, c'est un chatbot d'acquisition qui est sur le site internet de Skill & You. Comme vous le voyez, le site est déjà un peu chargé en acquisition. Il y a des formulaires, il y a beaucoup de formulaires de contact. Le chatbot amène quelque chose de différent. Il accueille les utilisateurs. Il leur permet de trouver des informations sur l'offre de Skill & You. Donc, il va pouvoir je ne sais pas si vous arrivez à lire d'ici, mais en tout cas, il va pouvoir parcourir un peu les différentes formations proposées par Skill & You. Et en fait, il va poser quelques questions de qualification. Donc, par exemple, est-ce que vous recherchez une formation diplômante, qui est un gros critère chez Skill & You. Il va être capable aussi de retenir quelle formation avait été suivie par l'utilisateur, quelle formation l'avait intéressé. Et derrière, en fait, il va proposer un formulaire de contact. C'est là qu'on voit, il va être capable de poser quelques questions à l'utilisateur. Donc là, il demande le nom,
le numéro de téléphone, il va demander l'email, etc. Et ensuite, il est connecté à une base de données. Toutes ces informations sont envoyées aux conseillers d'éducation qui vont derrière rappeler pour essayer de proposer des formations qui vont correspondre à son profil. Et donc voilà, le chatbot, une fois que la personne a accepté d'être contactée, on ouvre une page qui dit « Nous avons bien pris en compte votre demande ». Le chatbot est capable de récupérer des informations, mais aussi d'agir sur le site internet, d'ouvrir les bonnes pages quand il le faut, etc. Donc, cette conférence, après cette introduction, va être en plusieurs parties. On va être vraiment très chronologique, c'est-à-dire qu'on va partir des origines pour arriver à la construction, à la phase de run, et on terminera avec les résultats qui sont évidemment ce que vous attendez tous. Donc, dans les origines du projet, on va vraiment se concentrer sur la réflexion qui a amené Skill & You à lancer ce projet et quels étaient les objectifs de l'expérience chatbot donc, qui a été lancée en octobre dernier. Donc, il y avait deux réflexions principales qui étaient niveau UX et captation de données. Je pense que Thibaut pourra nous en dire un peu plus là-dessus. Ouais, donc concernant l'UX, l'idée c'était d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous permettait de se démarquer en fait de la concurrence voilà, donc favoriser, diminuer on va dire plutôt le taux de rebond et améliorer le nombre de pages vues sur le site. Et du coup, en termes de données, vous cherchez aussi à comprendre des comportements des utilisateurs. Oui, c'est ça. Donc en fait, comprendre l'utilisateur, savoir qu'est-ce qu'il recherche, quelles sont ses attentes. C'était aussi pouvoir se démarquer, obtenir un contenu spécifique et qualitatif qu'on pourrait après reprendre sur nos blocs de texte, sur nos structures de pages. Et du coup, des fois aussi, identifier peut-être des éléments qu'on n'avait pas forcément vus dans un moteur de recherche, parce que le chatbot va permettre d'identifier certains comportements, certains éléments bloquants, des questions que les gens vont se poser. Vous verrez à la fin, on vous donnera un peu les insights qui ont été recueillis par le chatbot et qui, du coup, vont aider l'équipe de Skill & You à faire des modifications sur le site. Donc après, en termes d'objectifs, encore une fois, je vais laisser la parole à Thibaut, mais ils étaient doubles, orientés UX et orientés acquisition. Ouais, donc du coup, comme on disait, un focus sur l'expérience utilisateur. Donc vraiment diminuer le taux de rebond lié à la globalité du site. En fait, aujourd'hui, ce qu'on constatait avant le lancement du bot, on était surtout à 75% de taux de rebond. Et dans un second temps, donc comprendre les freins et les motivations pour que les élèves puissent souscrire à une formation à distance, remplir le formulaire et puis après être recontactés par les conseils d'études qui les accompagneront tout au long de leur parcours scolaire. Et dans un second temps, donc bien évidemment, le côté acquisition avec une augmentation des leads, maximiser les conversions. Tout ça dans un contexte où on a un objectif de CA à réaliser assez conséquent sur l'année 2019. Parce qu'en plus, du coup, le marché sur lequel vous êtes est vraiment très, très compétitif, d'après ce que j'ai compris, et donc les objectifs sont assez élevés, et les attentes sont assez élevées sur l'objectif de transformation en fait, du site. C'est ça, donc en fait, à savoir, on a fait une étude en interne qui nous a permis de constater que 40% des sites qui sortaient sur de la formation à distance étaient des sites de type informationnel. Et donc il y a un réel enjeu à se positionner en fait, sur les requêtes de formation à distance. Donc, ensuite, on va faire quand même un petit lien avec le SEO pour que vous n'ayez pas l'impression que cette conférence est complètement déplacée. Il y a trois sujets importants en fait, qui liaient le SEO au chatbot. Tout d'abord, les points d'attention, les métriques qu'on va vraiment étudier vont être principalement des métriques SEO. Les outils de mesure, on en parlera, mais il y a eu plusieurs outils pour mesurer l'efficacité du chatbot, et ensuite les ressources humaines engagées. Et en fait, le projet a été vraiment porté par l'équipe SEO UX de Aurore et de Thibaut. Donc, sur les points d'attention, tout d'abord l'objectif de conversion, on l'avait dit, le taux de rebond et les pages vues, et les keywords. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Ouais, donc concernant les objectifs de conversion, c'était
maximiser les conversions en plus du formulaire de contact qui était déjà mis à l'origine et que vous avez pu entrevoir à partir de la démonstration. Dans un second temps, donc, ce qu'on disait précédemment sur le taux de rebond, donc c'était vraiment identifier les différentes pages qui nécessitent un travail supplémentaire pour faire ressortir vraiment les pages. Et dans un dernier temps, donc l'analyse sémantique, en fait, c'est savoir peut-être des questions ou du wording qu'on n'aurait pas forcément pensé mettre en avant et qui aurait été peut-être intéressant pour justement amener à la conversion. Et aussi peut-être du coup identifier des pages manquantes sur le site ou des informations que les gens recherchent et qui ne seraient pas assez évidentes peut-être sur le site internet. Ouais, c'est ça. En fait, remonter les blocs qui pourraient justement justifier l'acquisition, en fait, tout simplement. Donc, ensuite, en termes d'outils de mesure, Thibaut et son équipe ont mis en place plusieurs dashboards qui permettaient de vraiment mesurer le nombre de contacts, les identifications des sources et les taux de rebond. Est-ce que tu peux aussi parler un peu de ça ? Bien sûr. Donc du coup, pour ce qui est de l'outil de mesure, on passe par un outil de visualisation qui s'appelle ClickView. Et à travers cet outil de visualisation, on a la possibilité de faire remonter les différents canaux d'acquisition pour savoir d'où provient en fait le lead. Vient ensuite la création d'un Google Sheet qu'on a partagé entre les deux équipes, à savoir donc l'équipe marketing de Skill & You et l'équipe de Clostar, de sorte à suivre la progression, avoir une courbe de tendance et pouvoir rebondir à n'importe quel moment pour justement contrer une baisse, mais aussi la possibilité de... La possibilité surtout en fait, d'identifier d'où venaient les leads qui passaient par le chatbot. C'est-à-dire que vous allez voir les graphes qui sont sur la droite. L'objectif était d'identifier est-ce que c'est plutôt des gens qui arrivent de l'AdWords, c'est plutôt des gens qui arrivent de Facebook, c'est plutôt des gens qui arrivent du SEO, pour voir aussi si en fait, les leads étaient vraiment incrémentales et organiques, ou est-ce que c'était des gens pour lesquels Skill & You avait déjà payé pour qu'ils soient sur le site et ensuite repayé entre guillemets pour qu'ils convertissent. Donc c'était vraiment tout ça pour essayer de maximiser le ROI du chatbot. Et dans un dernier temps, donc le taux de rebond qu'on analysait de façon hebdomadaire sur Google Analytics pour voir s'il y avait une réelle évolution. Ensuite, les ressources humaines engagées, donc évidemment Thibaut en chef de projet SEO UX, les services pédagogie et conseillers d'études et des développeurs et des graphistes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que vous travaillez ensemble et sur quel sujet tu as eu besoin de ces différentes équipes ? Bien sûr. Donc moi, dans un premier temps, j'ai apporté les différentes questions que pouvaient se poser en fait les futurs clients, les futurs élèves de notre plateforme. Et après, je suis allé solliciter donc les différents services, donc l'ingénierie pédagogique ou encore les conseils d'études qui eux connaissent parfaitement en fait l'univers dans lequel ils travaillent et ils sont amenés à créer donc les contenus des cours, mais aussi à accompagner les différents élèves tout au long de leur parcours, que ce soit à partir du moment où l'élève contacte un conseil d'études jusqu'au moment où il y a un suivi élève avec la plateforme élève qui permet justement de suivre le cursus, d'alimenter les différents travaux qui sont exigés. Et donc dans un second temps, développeurs et graphistes, donc développeurs qui nous ont accompagnés sur la mise en place du web service qui est un web service Reset Jitson, et graphistes donc pour la création de petits gifs animés pour faire un focus et vraiment apporter une animation qui permettrait d'attirer l'œil en fait du prospect. Alors, moi, je vais me permettre d'ajouter deux choses. Tout d'abord, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers du terme, les développeurs ont travaillé sur ce qu'on appelle des webhooks. Les webhooks, c'est quelque chose qui permet en fait, de connecter le chatbot à n'importe quel web service, à une base de données, etc. Donc, c'est ce qui va vraiment permettre au chatbot d'apporter une valeur vraiment intéressante parce qu'il va être capable peut-être donc de récupérer de l'information et de l'envoyer au bon service, mais il peut être aussi capable une fois que l'utilisateur fait une recherche, d'aller chercher cette information quelque part. On va avoir une grande partie du contenu du chatbot qu'on va écrire en dur en fait, dans la plateforme au moment où on construira les scénarios. Donc ce qu'a fait Thibaut
à longueur de journée. Et ensuite, on va avoir d'autres choses où la donnée est ailleurs. Donc, pour tout ce qui est données dynamiques, en fait, on va avoir besoin de construire des webhooks pour pouvoir aller chercher cette donnée, pour pouvoir connecter le chatbot à la base de données. Et ensuite, en termes de design, Skillenew a fait le choix effectivement d'avoir une petite mascotte, donc qui s'appelle Skilly, vous le voyez en haut à droite. Ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose à la discrétion du client. C'est-à-dire qu'on va avoir des clients type Française des Jeux ou l'étudiant qui ont fait le même choix. Ils ont bossé avec des services de graphisme en interne, donc ils vont créer un petit personnage. Si vous allez sur la FAQ de la FDJ, vous avez un petit robot qui s'appelle Treflix. Même chose avec l'étudiant sur Messenger. Ils ont un tome avec des gifs d'humeur, etc. Il y a vraiment un travail d'incarnation du chatbot. À l'inverse, on a fait un chatbot pour la région Île-de-France. Le chatbot de la région Île-de-France, il est très institutionnel, il est très impersonnel. C'est vraiment un choix à la discrétion de l'entreprise. Nous, la seule chose qu'on aime rappeler à nos clients, c'est que quand vous créez un chatbot, et la raison d'ailleurs principale pour laquelle il y a eu ce chatbot, c'est que vous essayez de procurer une expérience un peu différente à vos utilisateurs. Donc, c'est vraiment à vous d'essayer de coller à votre image de marque et à ce que vous voulez présenter et à l'expérience que vous voulez donner à vos utilisateurs. Si je peux rajouter quelque chose aussi, voilà, donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Skillenew est un groupe d'enseignement privé à distance qui réunit 13 écoles. Et donc on a réalisé ce qu'on appelle un POC, peut-être que tu pourras nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est un POC, sur le site L'Information. L'Information est un site dédié aux métiers créatifs, que ce soit de la photo, du graphisme, du design ou de la mode. Du coup, c'était assez logique d'avoir un petit personnage un peu graphique. Effectivement, Thibaut a parlé de POC, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup avec nos clients parce que comme il y a beaucoup d'entreprises qui sont un peu frileuses sur les chatbots, qui ne savent pas bien si ça va marcher, etc. Donc on passe souvent par une période d'essai et généralement le projet est validé derrière. Donc ensuite, on va passer vraiment à la phase de build, donc la construction elle-même du chatbot. Donc pour ça, on va vous parler des méthodes, du temps de déploiement et des différentes difficultés que vous pouvez rencontrer. L'objectif de cette conférence aussi, c'est qu'à la sortie, vous sachiez un peu ce qui vous attend si vous essayez de vous lancer dans un chatbot d'acquisition, dans la construction d'un projet de chatbot. Donc, en termes de méthode, on avait plusieurs points, nous, chez Clostar. On va commencer par des workshops de co-création avec vous. Donc on en a fait 2, si je me souviens bien. C'est ça, 2 demi-journées dans lesquelles est présentée la solution Clostar, les différentes potentialités du chatbot. Et ensuite, vraiment, c'est pendant ces workshops qu'on essaye de cadrer le projet, de définir les objectifs, les différents KPI, et qu'on essaye aussi d'entrevoir les scénarios qu'il va falloir créer pour vraiment coller aux utilisateurs du chatbot. Ensuite, on a une partie accompagnement parce que la plateforme est faite pour rendre les utilisateurs les plus autonomes possibles, mais sur la construction, nous, on passe pas mal de temps à les accompagner. Donc, il y a eu beaucoup de travail en autonomie de la part de Thibaut quand même. C'est ça, il y a une réelle appréhension de l'outil. Il faut prendre le temps en fait, de découvrir comment fonctionne la solution Clostar, le chatbot, savoir comment fonctionnent certains points, que ce soit l'intégration d'images, que ce soit l'intégration de blocs de texte, ou simplement partir d'une story pour aller sur une autre, pour rebondir aussi sur la finalité, en fait, la demande de documentation qui était en fait, la source même du sujet, enfin, du projet, quoi. Et enfin un suivi régulier, donc généralement pendant un projet de chatbot, on va faire des calls un peu réguliers, hebdomadaires, pour voir un peu comment ça avance évidemment. Ensuite, en termes de création, donc le chatbot s'est construit en 1 mois, ce qui est assez rapide. Donc on a commencé les premiers workshops le 18 octobre. Ensuite, on a eu conception des scénarios et soumission aux différents services et l'intégration au back-office Clostar. Pourquoi est-ce que vous avez eu besoin de faire d'abord la conception des scénarios avant l'intégration au back-office ? La conception des scénarios en fait, avait pour but d'être validée auprès des conseillers d'études et au niveau de la pédagogie, du service pédagogique, de sorte à pas empiéter en fait, sur ce qui était possible d'avancer et éviter de rentrer trop dans l'argument de vente en fait, du conseiller d'études qui accompagne en fait, le prospect vers l'achat d'une formation.
effectivement, quand on a un chatbot où il va y avoir un peu des scénarios un peu complexes à construire, il peut être utile de les coucher un peu sur papier avant, en fait, pour imaginer qu'est-ce qu'on va construire avant de les mettre dans le back-office. Ouais, puis on peut rajouter aussi que voilà, pour la conception des scénarios, l'idée c'est de se reposer, de voir ce qui est déjà disponible, ce qui a été recherché via la Search Console, de se dire voilà, il y a telles requêtes qui sont tapées, est-ce que potentiellement ça pourrait aussi intéresser de réaliser un scénario par rapport à cette requête principale. Et puis dans un second temps, c'est utiliser des outils type Xmine ou des outils comme tout simplement un Excel, un Google Sheet pour pouvoir en fait avoir une trame de son scénario. Voilà. Donc après, une fois qu'on a eu cette intégration, on a eu une phase de recette vraiment des scénarios. Et ensuite, on a eu le développement des webhooks. Et du coup, une phase de recette des webhooks, parce qu'il a fallu tester que non seulement les scénarios fonctionnaient, mais les webhooks fonctionnaient, les données étaient bien envoyées à la bonne base de données, les leads étaient bien envoyés à la base de données des conseillers d'éducation. Et enfin, donc, le lancement le 19 novembre. Donc ça, c'est très rapide. Vraiment un mois de création. Les équipes de Skillagnou ont été très réactives. C'était vraiment, vraiment très agréable de travailler avec elles sur un projet de ce type. Généralement, nous, on est plutôt autour de 2 mois de création. Et puis après, ça peut aller un peu plus loin si on a des choses vraiment complexes à mettre en place. Mais voilà, là, vous avez un peu une timeline classique, on va dire, sachant qu'elle a été quand même très efficace et très, très rapide. La mise en place a été très efficace. Donc, ensuite, les différentes difficultés que vous avez pu rencontrer en créant le chatbot. Ouais, donc du coup, il y avait une petite problématique sur le développement des webhooks et donc faire l'appel directement à notre web service de sorte à faire vraiment remonter les leads, qu'on ait vraiment la réception des conversions et qu'après les conseils d'études puissent réaliser leur métier. Dans un second temps, il y avait le souci d'RGPD, c'était voilà, on l'a mis en place en fait sur 2 scénarios, à savoir les demandes de documentation et la demande de rappel gratuit. Donc il y a le remplissage de champs, donc nom, prénom, adresse, mail, mais à côté de ça, il faut forcément rentrer dans ce concept de RGPD et poser la question. Donc après, il y a une certaine réflexion de savoir quand est-ce qu'on allait intégrer cette partie-là de j'accepte ou non d'être contacté. Et donc du coup, juste une petite chose sur le RGPD. C'est un sujet que auquel tout le monde fait face aujourd'hui. Et c'est vrai que là, dans ce sujet-là, dans ce projet-là et dans la plupart de nos projets, il y a une vraie réflexion sur à quel moment dans le scénario on va poser la question parce que là typiquement dans le formulaire de contact on ne voulait pas la poser dès le début parce que ça pouvait empêcher des utilisateurs de rentrer dans un funnel, on ne voulait pas la poser à la fin parce que à partir du moment où on la posait à la fin toutes les informations, imaginons qu'il ne termine pas le questionnaire, on pouvait récupérer aucune des informations. Donc il y a vraiment une réflexion sur à quel niveau du questionnaire on le fait rentrer pour dire à partir de ce moment là ça devient intéressant de récupérer les informations. Et enfin, le mise en place d'un système de tracking d'origine des leads. Ouais, donc c'est la dernière partie. En fait, il y a un script qui est donné par Clostar de base. Et en fait, pour faire remonter les leads à travers ClickView, donc notre outil de visualisation, on avait l'obligation de le personnaliser. Donc du coup, on l'a intégré directement via un tag manager et qui était déclenché sur l'ensemble des pages du site internet. Donc enfin la phase de run, donc après le lancement le 19 novembre. Donc là, on va parler vraiment de qu'est-ce que ça veut dire de suivre un chatbot au jour le jour. Parce que il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une fois qu'on a lancé un chatbot, on le laisse tourner et puis c'est bon, il apprend tout seul, etc. Il y a de l'apprentissage, effectivement, mais il y a quand même un travail d'évolution qui est nécessaire, des ressources nécessaires au suivi. Ça, c'est intéressant aussi. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, une fois que le chatbot est lancé, qu'est-ce que ça me demande comme ressources pour maintenir le projet, pour qu'il reste intéressant, pour qu'il reste à jour. Et ensuite, comment on a collaboré avec Skillagnou pour faire ce suivi. Donc, un travail d'évolution, il y a eu plusieurs points. Et c'était vraiment un travail quotidien de la part de Thibaut.
C'est ça, en fait, environ 30 minutes le matin quand vous arrivez, vous checkez en fait la solution Clostar, vous rentrez directement sur le dashboard et vous avez la possibilité d'avoir un onglet analyse qui permet de faire remonter les différentes intents, les différentes questions qu'en fait se posent les internautes et voilà, avoir après une réflexion sur la potentialité de créer un nouveau scénario et de mettre en avant justement les différentes étapes qui amèneront à la demande de documentation et donc du coup à la conversion. Donc ensuite, on a en termes de ressources, donc Thibault l'a dit, côté client, il y avait environ 30 minutes de travail quotidien par jour. C'est effectivement ce qu'on constate chez la plupart de nos clients. Quand on est vraiment juste après le lancement, le chef de projet, généralement côté client, il passe à peu près 30 minutes par jour pour s'assurer que le chatbot tourne bien et pour identifier les nouvelles questions. Notamment parce que en fait, quand on lance le bot, c'est vraiment les 2-3 premières semaines qui vont être critiques parce qu'on va découvrir énormément de questions auxquelles on n'avait pas du tout pensé. Et donc il va falloir les rajouter assez vite dans le chatbot. Et ensuite, de notre côté, nous, on avait un account manager qui travaillait en moyenne effectivement 1 heure par jour pour répondre aux questions de Thibault ou pour faire de l'analyse et proposer des recos. Donc ensuite, en termes de collaboration, donc, comme je disais, on a un account manager qui faisait beaucoup de support, des calls hebdomadaires et des copiles mensuels. C'est comme ça généralement que le projet s'organise. On a eu en plus notre product owner qui était venu chez Skill & You pour voir un peu comment les personnes utilisaient la plateforme et appréhendaient l'outil. Oui, donc du coup, on a une personne chez Clostar, Mélodie, qui est venue nous rendre visite. Et donc du coup, elle nous a posé plusieurs questions, savoir est-ce que l'utilisation a été assez simple, est-ce que c'était cohérent, est-ce qu'il y a des modifications à apporter, est-ce qu'il y a des améliorations, est-ce qu'en termes de design, ça vous convient. Vraiment un contexte qui englobe l'ensemble du chatbot dans sa totalité. Alors, la 5e partie est un peu particulière parce qu'on a fait un changement de trajectoire. En fait, en fin novembre, on a dû faire une correction vraiment drastique. Donc on va vous expliquer pourquoi et comment on a fait cette correction et quels ont été les résultats. En fait, fin novembre, donc on avait lancé le 19 novembre, et fin novembre, on constate que l'objectif de lead n'était pas du tout atteint et que le comportement des utilisateurs surtout ne correspondait pas au scénario. Et donc, l'objectif premier du chatbot de conversion du trafic n'était pas atteint. Donc, on a dû vraiment travailler sur la modification du chatbot. Donc, excusez-moi, la stratégie qu'on a mis en œuvre et qu'on a vraiment identifié quels étaient les comportements des utilisateurs sur le site et dans le chatbot. Donc, on a observer les différents taux de dilution des scénarios. Donc pour nous, un taux de dilution, c'est les gens qui rentrent dans un scénario et qui ne le terminent pas. On a essayé d'identifier vraiment les questions les plus posées, les scénarios les plus joués. On a fait une correction du scénario d'accueil, parce que ça, c'est extrêmement important. Et on a aussi allégé les formulaires de contact, parce qu'on s'est rendu compte que en fait, la plupart des gens qui entraient dans le formulaire de contact ne le terminaient pas. C'est là aussi qu'on a eu toute cette réflexion sur le RGPD. Donc, on avait un taux d'utilisation qui était correct, il était à 2,3%, c'est pas incroyable, ça reste correct, mais il y avait vraiment moyen de faire mieux. Et un taux de conversion qui était de 1 sur 15, ce qui était insuffisant. En tout cas, c'était insuffisant pour atteindre les objectifs. Et puis, on avait 45% des utilisateurs qui passaient par le scénario demande de documentation, ce qui au final était assez peu parce que le scénario demande de documentation était vraiment censé être le cœur du chatbot, et seulement un tiers des utilisateurs qui terminaient ce scénario-là. Donc on avait une grosse déperdition à la fois au sein du scénario et surtout en fait dans le chatbot, on s'apercevait que les utilisateurs n'arrivaient pas au bout. Du coup, on a vraiment changé le scénario d'accueil pour faire remonter les formulaires de contact et en fait, du coup, on a allégé aussi les textes. Et en plus, on a ajouté une autre chose qui est une personnalisation du scénario suivant les pages, suivant le contexte de navigation, c'est-à-dire que suivant la page sur laquelle l'utilisateur était, on allait lancer un scénario spécifique qui allait lui proposer des solutions spécifiques à ce qu'il était en train de regarder. Voilà. On parlait tout à l'heure du travail avec les équipes pédagogiques. L'allègement des textes a été aussi
ils ont vraiment contribué. Puis il y a eu des débats, c'est-à-dire qu'eux, ils cherchaient à présenter leur formation, et nous, on devait adapter tous ces textes-là au format de chatbot qui est particulier. Et bon, tout le monde sait que l'attention des utilisateurs sur Internet, elle est quand même assez courte. En plus, dans un chatbot, les gens ne vont pas lire un texte au-delà de 5-6 lignes. Du coup, il faut vraiment essayer de s'adapter au format de chatbot. Les contenus de votre site Internet doivent être vraiment travaillés pour devenir digestes au sein d'une fenêtre de chat, en fait. Donc, la correction a été assez intéressante parce qu'au final, on a fait plus 150% en termes de leads sur les 10 jours suivants. On a mesuré par rapport aux 10 premiers jours et par rapport aux 10 jours suivants. Donc, on est passé de 27 leads récupérés sur les 10 jours fin novembre à 51 sur les 10 premiers jours de décembre. Ça montre qu'il y a une vraie influence de la manière dont vous construisez votre chatbot, de la manière dont vous accueillez les utilisateurs sur votre site. L'expérience utilisateur au sein du chatbot est extrêmement importante. Et un taux d'utilisation qui est passé de 2,3 à 3,5, ce qui est bien meilleur. À ce sujet-là, en fait, j'ai juste une rapide anecdote sur vraiment le comportement des utilisateurs face à un chatbot. On avait construit en 2017 deux chatbots pour le journal 20 minutes, qui étaient des chatbots électoraux. Donc, ils étaient connectés aux bases de données du ministère de l'Intérieur et via justement les fameux webhooks, et ils étaient censés, quand on donnait son code postal, aller chercher les résultats de la présidentielle et les renvoyer. Et en fait, on s'est rendu compte que la plupart des gens en fait, disqualifiaient le chatbot d'entrée. Les gens, ils arrivaient sur le site et soit ils fermaient carrément le chatbot, soit ils l'insultaient, soit ils le traitaient de spam, etc. Enfin, c'était un peu... Enfin, on avait beaucoup de gens qui ne voulaient rien avoir à faire avec le chatbot. À ces gens, en fait, on leur disait, bah, écoutez, j'ai compris que vous ne vouliez pas de mon aide ou de mon service, est-ce que je peux vous proposer une petite devinette? Donc là, on leur proposait une petite devinette. C'était une phrase, une citation, il fallait dire quel candidat de la campagne avait dit cette phrase. Et une fois qu'ils avaient répondu, on leur disait si c'était bon ou faux, et on leur disait, bah, écoutez, merci d'avoir joué, si vous avez changé d'avis sur vos résultats et que vous voulez vos résultats, ou vous inscrire à une newsletter politique, tapez newsletter, par exemple. Et grâce à cette petite devinette, rien que cette petite devinette, on a eu un taux d'inscription à la newsletter de 18%, ce qui est énorme, et sans cette devinette, on aurait eu, je pense, 3 ou 4%, parce que c'est vraiment avec cette interaction qu'on rattrapait les gens. Donc le comportement du chatbot et la manière dont on accueille les gens est extrêmement importante et va vraiment changer complètement la vision que les utilisateurs vont avoir du chatbot. Et enfin, il me semble qu'on est à peu près bon. En sixième partie, donc les résultats vraiment de l'expérience. Dans cette partie-là, on va vous présenter plusieurs choses. La manière dont les gens ont utilisé le chatbot, les effets sur la conversion et les insights recueillis. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'était pas uniquement un objectif de lead, même si c'était très important, il fallait voir aussi ce que le chatbot pouvait apporter en termes d'insights. Donc, sur l'utilisation du chatbot, on a eu 3627 utilisateurs et 24 058 interactions, donc ce qui donne un taux d'utilisation qui est assez élevé, et surtout en fait un nombre d'interactions par utilisateur qui est assez bon. On est à plus de 6 messages en moyenne par utilisateur. Pour vous donner une comparaison, la FDJ c'est 5 et c'est déjà un chatbot avec pas mal des scénarios un peu complexes. Ensuite, la question la plus posée, donc évidemment le prix, qui a été posé par quasiment 14% des utilisateurs. Et enfin, un taux d'ouverture qui a terminé à 3,5%, donc qui est resté constant après décembre. Quelques chiffres sur la manière dont les gens utilisaient le chatbot. Donc, 30% des utilisateurs cliquaient directement sur Contact. Une fois qu'on a modifié le scénario d'accueil, on a mis plusieurs boutons en fait, de contact et puis ensuite des boutons d'orientation, sachant que l'utilisateur a aussi la possibilité à tout moment de poser sa question. Donc 30% des utilisateurs cliquaient direct sur le formulaire de contact, 30% des utilisateurs terminaient le formulaire, mais on a constaté aussi que
les utilisateurs qui faisaient les scénarios orientation, donc qui allaient se renseigner dans le chatbot sur les formations, qui faisaient un formulaire de contact derrière, avaient un taux de transformation qui était plus fort. Au final, ce que la correction nous a montré, c'est que pour un chatbot vraiment purement d'acquisition, multiplier les points de contact va vraiment multiplier les leads. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à proposer différentes manières, avec des formulations différentes, de mettre des points de contact. Donc là, documentation et rappel gratuit, qui au final sont de la conversion aussi, même si c'est des choses un peu différentes. Donc sur les leads générés, on a eu donc 27 leads en novembre, comme je le disais. Grosse amélioration en décembre qui passe à 183, sachant que le premier objectif chiffré était de 85 leads par mois. Et en janvier, 211. Donc on était assez satisfait de la manière dont ça s'est déroulé. Et au final, un taux de conversion de 11,6%, qui est plutôt satisfaisant. Très rapidement, quelques verbatim pour vous donner une idée de la manière dont les gens interagissent avec le chatbot. J'ai laissé les fautes d'orthographe et autres joyeusetés. Donc effectivement, beaucoup de questions sur le prix et d'autres plus intimes. Donc ensuite, je vais laisser Thibaut un peu présenter les effets sur la conversion que vraiment le chatbot a eu. Bah, par rapport à avant le lancement du projet, il y a une nette progression quand même qu'on constate en termes de taux de rebond. On est à moins 2,4% par rapport à ce qu'on avait, ce que je vous disais, en termes de globalité sur le site, on était à plus de 75% sur le taux de rebond. Et aussi en termes de conversion, on a maximisé donc le nombre de leads par un taux de conversion de plus de 19,33%. Donc il y a une réelle interaction avec le chatbot et c'est plutôt encourageant. Et enfin, on va terminer un peu par les insights recueillis. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que vous a appris l'expérience ? Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que voilà, on a vu que essentiellement c'était le prix qui remontait, mais aussi ce qui était assez intriguant, c'est de voir que les gens ne savaient pas forcément que c'était de la formation à distance. Voilà, il y a plusieurs fois de la redondance sur est-ce que votre formation est disponible à distance, est-ce que j'ai la possibilité de la réaliser depuis chez moi. Enfin, ce type de thématique. En termes de questions les plus posées, on a aussi pas mal de questions qui sont orientées sur l'international, à savoir si on a la possibilité d'étudier depuis l'Italie ou depuis un autre pays francophone. Effectivement, la question sur la formation à distance, c'était vraiment intéressant et ça identifie peut-être un manque sur le site internet, sachant que Skill & You ne fait que de la formation à distance. Et donc, le chatbot a permis d'identifier que manifestement, ce n'était pas assez clair sur le site. Et donc, peut-être qu'il fallait revoir un peu les contenus. Et en termes de comportement d'utilisateur, est-ce que vous avez eu un peu des insights ou sur les formations les plus demandées, etc. Oui, tout à fait. Après, on avait déjà beaucoup de remontées à travers l'analytique qui nous exposait donc les top formations, mais ça nous a conforté en fait dans le fait de mettre en avant les top formations, de repenser justement les blocs, la disposition de la structure des pages en fait. Donc voilà un peu ce qu'on a appris de cette expérience. On va passer au moment que vous attendez tous, la suite. Voilà un peu ce qu'on envisage après cette expérience. Donc il y a plusieurs projets qui sont dans les tuyaux entre Skill & You et Clostar. Tout d'abord l'usine à bots, qui serait de peut-être dupliquer ce format de chatbot sur différents sites. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Ouais, donc en fait dupliquer les différents scénarios qui sont semblables aux autres sites, aux autres écoles, donc à savoir sur le financement, sur la formation à distance, sur comment réaliser un cursus, enfin toutes les thématiques qui sont liées en fait à la formation. Et donc l'idée, ça serait potentiellement de lancer un bot par trimestre sur chaque site du groupe Skill & You.
Ensuite, effectivement, le remplacement du formulaire, parce que c'est vrai que les sites du groupe Skill & You sont très, très axés formulaire. Donc voilà, le bot, peut-être demain, viendra vraiment remplacer le formulaire sur le site du groupe. Et enfin, vous aviez un projet de chatbot Messenger aussi ? Oui, voilà, parce qu'en fait, on a quand même une grosse communauté sur les réseaux sociaux entre les 13 écoles. Et donc l'idée, ça serait d'alléger ou de venir plutôt renforcer en fait, le boulot des social media managers sur de la modération. Donc voilà un peu le projet et quelles pourraient être ses suites.